Donc si vous voulez jeudi, je vous amènerai des scanners et des IRM en plus à regarder rapidement, à essayer de voir rapidement pour essayer d'en voir un peu plus, parce que j'essaye d'en mettre beaucoup dans les dossiers. Parce que s'il y a un dossier d'ORL, il y a un gros risque qu'il y ait de l'iconographie, parce que les ORL, c'est des passionnés des scanners, des IRM, des trucs comme ça, ils en font tout le temps, ils les prennent tout le temps en photo, donc ils ont plein de documentation comme ça dans leur banque. On commence par le premier dossier, c'est un dossier de cancéro. Donc Monsieur H, représentant de commerce, consulte pour une dysphagie, une odynophagie évoluant depuis 9 mois. Il fume 40 paquets année et il boit 1 litre de vin par jour en raison de ses rendez-vous d'affaires. Par ailleurs, il a perdu 7 kg en 3 mois. Votre examen retrouve une lésion bourgeonnante et fragile de 3 cm de diamètre au niveau du sinus piriforme gauche. La palpation cervicale met en évidence une adénopathie homolatérale 4 cm ferme. Donc quel est ton diagnostic? Donc carcinome épidermoïde du sinus piriforme gauche hypopharynx quoi. Et je sais pas s'il fallait justifier, mais j'ai justifié quand même. Bah vas-y. Donc terrain, âge, alcoolotabagique, homme. Dans l'anamnèse, odynophagie, altération de l'état général, paraclinique, lésion bourgeonnante de 3 cm du sinus piriforme gauche, pas vraiment caractéristique mais évocatrice. Et puis adénopathie, je l'ai dit, non j'ai pas dit adénopathie. Avec l'adénopathie, ok, c'est très bien. En quoi consiste ton bilan pré-thérapeutique? Donc un bilan clinique avec l'évaluation notamment de l'état général. Ouais. La recherche d'adénopathie et éventuellement palpation du foie pour une hépatomégalie. Là, on nous disait qu'il avait la recherche d'une altération de l'état général. En paraclinique, des examens biologiques avec un bilan préopératoire, NFS, plaquettes, bilan d'hémostase, groupe Rhésus, RAI, une fonction rénale avec ionogramme sanguin, urécréate, un bilan hépatique complet, un bilan nutritionnel. Au niveau cardiaque, une échocardiaque, un ECG. Au niveau respiratoire, des EFR et un bilan stomatologique avec un panoramique dentaire, une consultation de stomatologie plus ou moins remise en état de la denture, parfait. Dentition. Et voilà. Il te manque un peu les examens ORL en fait. Pour le bilan, ouais, mais extension. Enfin, ouais. La recherche de l'extension. Ouais. Ah, parce que pré-thérapeutique, soit c'était juste... D'accord, mon bilan d'extension. Pré-thérapeutique, c'est surtout... Enfin, quand on est oral, c'est surtout l'ORL. Donc il y a aussi... Donc le bilan d'extension loco-régional, panendoscopie des voies aérodigestives supérieures, plus biopsie d'éventuelles lésions, scanner ou IRM cervical. Scanner ou IRM? Ou les deux? IRM si on peut. On peut ou pas? Il a un truc qu'on peut pas. En fait, globalement, en ORL, vous pouvez toujours proposer de faire une IRM et un scanner, on vous en voudra jamais. Il se trouve juste qu'on ne sait pas faire les IRM du larynx et de l'hypopharynx parce que comme ça bouge tout le temps à cause de la respiration, la résolution n'est pas bonne, c'est juste pour ça. Dès qu'on aura trouvé comment on fait, ça sera bon. Donc là, comme c'est un hypopharynx, c'est scanner. Mettre l'IRM, ça ne serait pas faux, mais le scanner suffit. D'accord. Et au niveau de l'extension générale, on fera une radiothorax, une échographie hépatique ou un scanner thoraco-abdominal. Ok. Bon, c'est bien, tu as essayé de bien classer tes idées. Il ne faut juste pas oublier l'ORL parce que la panendoscopie, c'est vraiment, quand on est chirurgien, c'est là qu'on voit vraiment la tumeur et c'est là qu'on décide de l'intervention qu'on fait en fait. Donc ça fait partie du bilan pré-thérapeutique vraiment. Ok, donc les examens confirment le diagnostic. Il y a un envahissement du larynx qui reste mobile. Il n'y a pas de lésion secondaire. Quelle est la classification de la tumeur? Vas-y. Moi, j'avais mis T3, N2, M0. Mais bon. Alors, la taille, c'est 3 cm. Le larynx bouge. Donc, c'est un T2. Mais la classification, elle est hyper casse-pied parce qu'il y a plein de cancers ORL qui se ressemblent tous et il y a plein de classifications très différentes. Donc pour tous les cancers du fumeur, c'est-à-dire toutes les voies aérodigestives sauf le cavum qui est complètement à part, vous pouvez essayer de retenir que les T1, c'est une région anatomique
quand vous êtes complètement perdu. Les T2, c'est plusieurs régions anatomiques et ça bouge. Les T3, c'est plusieurs régions anatomiques et c'est fixé. Et les T4, c'est quand l'os ou le cartilage est pris dedans. Et sinon, pour les tumeurs de la cavité buccale, c'est la taille qui compte. Et la taille, pour la classification T, tu te souviens ce que c'est que les tailles discriminantes? Pour un plancher buccal, par exemple, c'est 2 cm et 4 cm. Alors que les ganglions, c'est 3 et 6. C'est pas pour vous compliquer la vie. C'est juste que faut que vous vous souveniez que la tumeur, il faut vraiment qu'elle soit le plus petite possible. Les ganglions, ils deviennent très vite gros. Tu avais dit quoi pour le N? Je me souviens plus. 2, ok. Tu avais mis un A, B, C. Alors, c'est 2 effectivement parce que c'est entre 3 et 6. Et il y en a un seul. Ouais, 2A. Et M, 0. Excusez-moi. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir les corrections pour les annoter? J'aimerais mieux les donner à la fin. On continue. Alors ça, c'est la question bête et méchante de chimiothérapie. Donc ça commence le traitement. Il faut bien que vous vous rappeliez que le traitement en ORL, on ne vous le demandera jamais. Hein, c'est pas possible. Parce que les ORL eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc vous ne pourrez pas avoir un truc de thérapeutique pur. Donc vous allez sûrement avoir une question de toxicité de chimio ou d'effets secondaires de radiothérapie, etc. Donc il faut bien penser à ce que tu avais dit tout à l'heure, à la consultation stomato avec le panneau et la remise en état de la denture à cause des rayons. Et il faut essayer de savoir un petit peu tous ces trucs très casse-pieds d'effets secondaires de chimiothérapie. Il faut essayer au moins de... De toute façon, personne n'aura tout. Donc il faut essayer de grappiller un maximum de points sur ces questions-là en essayant d'en oublier le moins possible. Mais on va forcément en oublier. Bon, alors c'est toi qui t'y colle. Donc traitement néoadjuvant, c'est avant l'intervention chirurgicale. Oui. Et les effets secondaires spécifiques du 5FU, c'est des troubles du rythme. Et Oui. du cisplatine, c'est une insuffisance rénale. Ouais, c'est bien. Il y a des effets neurologiques aussi pour le 5FU et le cisplatine. Le 5FU, il a un effet neurologique central et le cisplatine, il a un effet neurologique périphérique. Et c'est tout, il y a une bêtise dans la correction. Bon. Effectivement, donc on ne demandait que les effets secondaires spécifiques. Si tu devais citer aussi les effets secondaires non spécifiques, tu aurais dit quoi? Nausées, vomissements, Ouais. Ouais. Les globules. Les globules. Les globules. Ouais. Ok, c'est bien. Ça donne des stomatites, des choses comme ça aussi, pour rester dans l'ORL. Alors le lendemain de la pose de son porte-à-4, il est très agité. Quand il vous voit, il vous demande si vous pouvez chasser les crabes qui sont sur les murs de sa pièce. Il est subfébrile, tremblant et tachycarde. L'examen neurologique ainsi que l'auscultation cardiopulmonaire sont par ailleurs normaux. La cicatrice est propre. Quel est le diagnostic le plus probable? Et quel examen complémentaire tu demandes? Le plus probable, c'est un délirium très mince. Ouais. Les examens complémentaires pour éliminer les étiologies, enfin les diagnostics différentiels. Ouais. Donc une glycémie capillaire, Eh bien. 8, une NFS, un iono avec une calcémie, un bilan hépatique complet, azatalate, phosphatate alcaline, gamma-GT, bilirubine, une urée, une créate, plus ou moins un gaz du sang en fonction de sa fonction respiratoire. Et après, donc en biologie, c'est tout ce que j'avais demandé. Et puis en imagerie, enfin je sais pas si la vitamine B1 ça se dose ou pas, mais enfin bon, voilà. Et en imagerie, une IRM cérébrale pour éliminer un hématome post-traumatique avec voilà, une période de latence, on va dire. Ok, moi j'avais juste noté le iono, la calcémie, la glycémie.
Le scanner cérébral, effectivement, ça peut se discuter. Mais bon, là, c'est quand même super typique. Il faut bien penser que les cancers chez les alcoolotabagiques, il va forcément y avoir besoin d'écrire quelque part sevrage tabac-alcool et prévention du délirium très mince ou traitement du délirium très mince. Ça, c'est complètement sûr parce que c'est un problème que nous, on se pose vraiment tous les jours. Donc, pensez bien à les hydrater, à mettre du Valium et à mettre B1, B6PP. Quelqu'un qui est déjà endetté, on fait des examens complémentaires, on attend qu'il casse toute la chambre. Non. En fait, en En pratique. traitement, là, ils n'attendaient pas qu'on dise justement pas l'examen complémentaire, il faut le traiter. Enfin, parce que c'est sûr, Non, parce que tu vas quand même demander. Non, non, le scanner, le scanner, ça se discute. En pratique, tu ne le fais jamais. Et effectivement, là, la première chose que tu fais, c'est hydrater et mettre du Valium. Mais tu vas aussi demander la calcémie et la glycémie parce qu'ils font aussi hyper vite des hypos, en fait, comme ils sont... Disons qu'ils sont capables de boire le stéridium de leur chambre. Donc, faut quand même se méfier un petit peu. Est-ce qu'on fait un bilan infectieux à titre Non. devant... À cause du subfébrile, non, parce que ça va vraiment dans le tableau. À moins que tu aies un point d'appel évident, mais là, dans l'énoncé, tu n'en as pas du tout. Non, là, non. Surtout qu'on t'a dit que le porte-à-quête était bien. Enfin bref, les trucs les plus probables, ils sont déjà plus ou moins éliminés dans le... Enfin, c'est pas faux de le mettre, hein, mais... Alors, comment tu vas traiter le délirium très mince? Alors en urgence, avec une hyperhydratation orale ou IV, si ça dépend de son état. Non. Quand il est comme ça, IV. IV. Valium ou oxazépam s'il a une insuffisance hépatique et de la vitaminothérapie. B1, B6, PP et après le suivi en post-cure. Enfin, Traitement, sevrage. donc, surveillance. Surveillance. Ouais. Ensuite, le monsieur, il est tellement pas bien qu'il reste au lit longtemps. Comment tu vas prévenir les complications de décubitus chez ce monsieur? Alors déjà, on peut mettre des bas de contention, Ouais. une mobilisation par d'aidement par le kiné, c'est possible, et un bilan d'hémostase pour savoir si on peut mettre une héparine à dose isocoagulante, en fait. Ok, c'est bien. Ce que tu peux aussi rajouter, c'est le bilan nutritionnel, parce que les patients qui ont un cancer ORL, par définition, ils sont dénutris. D'une part parce qu'ils ont un cancer, et de l'autre parce que comme il est forcément sur les voies aérodigestives supérieures, forcément ils n'ont pas bien mangé les jours d'avant. Donc ils sont tous dénutris et ils vont tous faire des escarres super vite. On a une patiente dans le service qui a réussi à faire un trou sur un bras après un plâtre de 24 heures. Donc, parce qu'il n'était pas tout à fait bien mis et qu'elle était tellement dénutrie qu'elle s'est tout de suite fait un escarre. Il faut vraiment penser à renutrir les patients qui ont un cancer et qui ont un cancer sur le tube digestif encore plus. Alors ensuite, ça c'est méchant, c'est le panoramique. En plus, on voit rien. Bah, du coup, j'ai dit que c'était en très mauvais état. Ah, c'est bien. Voilà. Alors attends. J'ai supposé qu'il y avait des caries. La lésion a bien répondu. Et donc, la question, c'est que devez-vous faire avant de débuter la radiothérapie? Il ne faut pas se jeter sur le panoramique. Bah non, mais c'était pour justifier mon attitude, en fait. Vas-y. Que je disais juste que c'était en mauvais état. Ouais. Et que donc, je pensais qu'il fallait extraire les dents malades avant la radiothérapie. Faire une remise en état de la denture, ça c'est... Voilà. Le caser quelque part. Confectionner des gouttières fluorées. Très bien. Lui donner des cialogogues et bien l'hydrater. C'est une bonne idée. Donc fluoruration quotidienne des dents. Et puis arrêter toujours l'intoxication alcoolo-tabagique. Ok, c'est très bien. Donc effectivement, il faut vraiment penser aux dents qui vont vraiment être un problème à un moment ou à un autre chez ces patients. Comme ils vont pratiquement tous avoir de la radiothérapie, à partir du moment où vous vous êtes dit qu'ils allaient en avoir, qu'ils ont un cancer ORL, ou alors si on vous a dit qu'ils allaient avoir de la radiothérapie, il faut que vous arriviez à caser consultation stomato, panoramique dentaire, parce que la consultation sans panoramique dentaire, ça n'existe pas, remise en état de la denture, confection de gouttières fluorées. Les gouttières fluorées, ça se garde, ça c'est quoi? Ça se garde longtemps, personne ne sait. Bon, les gouttières fluorées, c'est comme les trucs que vous avez pour l'orthodontie quand on va vous prendre des empreintes.
sauf que c'est adapté à la morphologie pile du patient. Il met un gel de fluor dessus, il met ses gouttières la nuit, et ça jusqu'à la fin de ses jours, théoriquement. En fait, ils ne le font jamais, mais bon, on essaye de faire comme si c'était bien. Bon, bah c'est bien. Juste 2 petits mots sur le cancer de l'hypopharynx, puisque vous m'avez dit que vous n'aimez pas du tout la cancéro-ORL. Vous savez pourquoi est-ce que le cancer de l'hypopharynx, des fois, il peut faire mal parler ou c'est absolument pas clair? Alors, on en est où dans les gens? C'est à toi. Désolée. Donc, le monsieur, là, il a juste une dysphagie, il n'a pas de dysphonie, mais il pourrait avoir une dysphonie et ça serait quand même un cancer de l'hypopharynx. Tu vois pourquoi ou... Alors, le problème numéro 1 de l'ORL, c'est que l'anatomie de l'ORL, on n'y comprend rien du tout quand on est externe, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, moi, j'y comprenais rien non plus quand j'étais externe. Et que du coup, on ne comprend rien du tout au cancer ORL globalement parce que les cancers, ils ne s'arrêtent pas aux régions anatomiques, ils se baladent de l'une à l'autre. Et comme en plus, il y a des régions anatomiques qui ont des parois communes, on n'y comprend encore plus rien. Donc globalement, ce qu'il faut essayer de se souvenir, c'est que si là, c'est les fosses nasales du monsieur avec le plancher là, d'accord? Ici, donc, c'est fosse nasale. Là, c'est les coanes. Ça limite en arrière. C'est quoi, là, en arrière? Vas-y. Ouais, le cavum ou rhinopharynx. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est en haut. Et ce cancer-là, il est à part. C'est un cancer ethnique qui va toucher surtout les gens du Maghreb ou les gens d'Asie. Il y a effectivement 2 pics. Il y a effectivement un pic chez les adolescents, mais en fait, ça serait vraiment méchant de vous le sortir. Et sinon, c'est aussi des gens qui ont autour de la quarantaine et c'est un cancer qui est lié effectivement à l'EBV. Tous les autres, c'est des cancers des fumeurs. Donc, sous les fosses nasales, là, hop, là, on va dire que c'est le pilier de l'amygdale. En avant, c'est quoi? Vas-y, continue. La cavité buccale, parfait. Avec la langue. Et en arrière, l'oropharynx, super. Ensuite, on descend d'un cran, toc, là, il y a l'osioïde. En avant, c'est... Ouais. Et en arrière, comme les ORL. Le pharynx, c'est tout ça. Ouais, hypopharynx, ok. C'est évident que c'est dans ce sens-là, hein, parce que l'hypopharynx, c'est la porte d'entrée vers l'œsophage. Tandis que le larynx, c'est le porte d'entrée vers la trachée. Bon, dans ce sens-là, ça va? Je peux effacer et le mettre horizontalement? C'est trop tôt. Bon. Alors en fait, l'endroit qui vous pose un peu problème, en règle générale, c'est tout ce complexe-là, larynx, hypopharynx, surtout que dans les livres, il y a toujours la notion de carrefour hypolaryngopharyngé, enfin, on a l'impression que tout ça, c'est un peu la même chose. Et donc en fait, quand on coupe ici en horizontal, il faut rester logique et pas se poser trop de questions. Donc le larynx, forcément, il est en avant puisqu'il se continue par la trachée. Et l'hypopharynx, il est en arrière. Et l'hypopharynx, dans les bouquins, il y a écrit que c'est 2 sinus piriformes. Alors les sinus piriformes, on ne comprend pas non plus trop ce que c'est. Mais en fait, il faut s'imaginer que l'hypopharynx, c'est juste un autre tuyau qui est plus grand, qui entoure comme ça le larynx, d'accord, et qui descend comme ça en entonnoir pour faire l'œsophage. Et donc les sinus piriformes, c'est juste, c'est des endroits comme ça, c'est pas des entités anatomiques. C'est parce que le tuyau de l'hypopharynx, qui est beaucoup plus large que le tuyau de l'œsophage, il est replié comme ça, un peu écrabouillé par le larynx qui lui est rigide. Ça va, c'est à peu près clair? Et du coup, quand on a un cancer, donc là il y a le larynx, donc ça c'est les 2 aryténoïdes avec les 2 cordes vocales et l'épiglotte devant, hop. On prend sur parole. Et donc là, toute la paroi qui est ici, elle est commune aux 2. D'accord? Et donc, un cancer du sinus piriforme, s'il grossit, au bout d'un moment, toc, il arrive là, et il empêche l'aryténoïde de bouger, et ça donne une dysphonie. C'est pour ça qu'on peut avoir une dysphonie dans un cancer de l'hypopharynx. Il y a toute la région là, qui est commune aux 2. Bon. Et donc les cancers sont liés à l'internat toujours, à l'alcool et au tabac.
faudra toujours l'arrêter. Il faudra toujours penser à renutrir les gens. Et on ne pourra jamais vous demander le traitement. Parce que les gens ne sont pas d'accord, donc c'est pas possible de faire une grille. On continue? Ouais, je t'en prie. Alors, ça c'est tombé une ou deux fois. Ah oui, du coup, on n'a pas parlé du panoramique, pardon. Donc, sur le panoramique, est-ce que tu avais réussi à voir des choses? Un petit peu. Bon, tu as mis qu'il y avait des caries. Donc déjà, est-ce que tu sais numéroter les dents? Si par hasard vous voyez quelque chose sur le panoramique, il faut surtout dire sur quelle dent c'est. Et pour dire sur quelle dent c'est, il faut absolument que vous sachiez numéroter. Donc quand vous regardez votre patient, ça pour une fois c'est facile, c'est quand vous regardez votre patient. C'est 1, 2, 3, 4, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et après, l'incisif du milieu c'est 1, et la dent de sagesse c'est 8. Et la canine c'est 3 au milieu. Ça, c'est bête et méchant, il faut juste pas se tromper le bonjour, quoi. Mais ça, pour une fois, c'est à peu près logique. Donc, il faut en profiter. Donc là, normalement, il y avait des caries de la 41 et de la 42. Qu'on voit vraiment pas bien là-dessus, je suis un peu désolée. Et donc, il y avait un kyste. Ouais. On le voit de face? Non, on le voit de face. Donc le 1 c'est ça. 1, 2, 3, 4. 41, 42 entre autres, ouais. Les deux incisives, là, bah, c'était plus joli sur mon panoramique, je suis désolée. En fait, la carie, ça fait un endroit noir au milieu de ta dent. Enfin, plutôt sur un bord d'une dent. Parce que ça creuse. Et en dessus, oui, il y a un granulome. Il y a un gros truc noir. Alors, les dents très blanches, c'est les dents traitées en fait. Et les dents qui sont plus claires, c'est la tonalité normale des dents. Et comme en plus le monsieur, il est vraiment pas en bon état, ça c'est sûr, elles sont particulièrement claires. Donc globalement, si vous voyez des racines, si on vous demande votre avis sur ce panoramique, il y a plein de racines qui se baladent, il faut dire qu'il faut les enlever. Vous regardez sur quelle dent c'est. Si vous voyez des trous sur les dents, vous dites que c'est des caries. Ben, par exemple, là, tu as des racines toutes seules à côté de la dent de sagesse. D'accord? Une racine toute seule, ça va forcément s'infecter, surtout si tu mets des rayons par-dessus. Par contre, sur les dents qui sont déjà soignées avec l'amalgame, des choses que voilà, sur les blancs, c'est bien. Sur les dents qui sont déjà soignées, ouais. On fait rien de particulier, sauf si elles ont un kyste en dessous. Donc sur le panoramique, si ça tombe, ça va être très méchant. Donc vous commencez par dire que c'est un panoramique, parce que ça vaudra sûrement un peu des points. Vous traquez les racines toutes seules et vous dites qu'il faut les enlever. Vous regardez les dents et si vous regardez toutes les couronnes et si elles sont bien carrées, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a un petit trou, c'est une carie. Donc il faut traiter les caries. Et ensuite, vous regardez au-dessus des racines, tous les endroits clairs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'os, c'est des granulomes, c'est des choses à traiter aussi. Alors, on ne voit pas très bien. Il est juste au-dessus de la 23, 22, 23. Voilà, 22, 23. Ça fait un trou. La carie, c'est sur la dent, le granulome, c'est dans l'os. Ouais. La 36. En dessous de la 36. Oui, c'est un peu plus clair, effectivement. On peut discuter qu'il y a un granulome là-dessus, mais on ne voit vraiment pas bien sur le panoramique. Hein, je suis un peu désolée. Sachant qu'il y a aussi le canal qui passe par là, qui peut justifier... Il y a le canal du nerf alvéolaire inférieur qui passe là aussi, qui fait que c'est clair à cet endroit-là. Et sur cette image-là, on ne voit rien, je suis d'accord. On continue ?